Que sont devenus ces amis militants qui, tout le long du beau printemps érable, sillonnaient les rues de Montréal? Ils sont devenus des cellules dormantes, n'attendant que l'occasion pour réapparaître à nouveau afin de mettre en marge l'insurrection qui vient. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 5 décembre 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un passage tiré de l'ouvrage de Robert Michrahi, La nacre et le rocher, où il sera question de Martin Heidegger. Tout de suite, je vous fais un aveu. J'ai toujours eu beaucoup de difficultés à lire Martin Heidegger. Cela me chagrine d'autant plus que beaucoup de penseurs et d'écrivains que j'estime beaucoup s'en réclament. Sauf que eux ont cette capacité d'abstraction qu'hélas je n'ai pas. Je ne peux tout simplement pas oublier son implication au sein du nazisme. Quand j'entends le nom de Martin Heidegger, tout de suite apparaît la croix gammée. Je n'ai pas cette capacité d'en faire abstraction. Et d'autant plus que, pour ma part, les plus grands héros intellectuels du 20e siècle ont été les opposants allemands au Troisième Reich. Il en faut du courage pour braver l'opinion dominante de son peuple au mépris de sa propre vie. Je pense ici, entre autres, à Inge Scholl, dont je vous montre ici le livre, et que je vous montre également la photo de cette jeune femme qui a été, cette jeune étudiante allemande, qui a été tuée par le régime hitlérien. Pour moi, Martin Heidegger n'est pas digne d'attacher les souliers d'Inge Scholl. Il me coûte de l'avouer, mais c'est ainsi. Et étonnamment, ayant picoré être étant, j'ai lu beaucoup d'ouvrages, cependant, où il est démontré que l'implication de Martin Heidegger au sein du Troisième Reich n'était pas aussi innocente qu'on le prétend. Et pour ma part, je pense que le procès d'instruction d'Heidegger n'est pas terminé. Nous devons avoir en main toutes les pièces pour pouvoir enfin en faire une analyse juste. Alors, quand je lis sous la plume de Robert Michrahi son opposition à la pensée d'Heidegger, eh bien, je ne peux que me réjouir. Alors, je vous lis le passage en question. Mais une petite parenthèse aussi. Et en même temps, j'ai picoré, je ne l'ai pas encore terminé, le livre de Fabrice Midal, vous voyez, que je vous montre à l'écran. Conférence de Tokyo, Martin Heidegger et la pensée bouddhique. Et les passages que l'auteur met en exergue de la pensée d'Heidegger, je les trouve bons. Et puis quand je repense à tous ces penseurs et écrivains qui s'en réclament, avec tellement de brio, ça me confond. Vous voyez, je suis assez mélangé sur Martin Heidegger. Et cela dure déjà depuis très longtemps. C'est pour toutes ces raisons que je ne pouvais pas être non plus heideggerien. J'avais déjà été étonné de constater que Sartre n'abordait la question de la liberté que par le biais de l'angoisse. J'avais trop souvent lié mon désir de joie et mon désir de liberté pour être partisan de cette approche, et je n'avais pas l'intention de me soumettre à l'ère du temps.
c'est un refus plus radical encore que j'opposais à l'analyse heideggerienne de l'angoisse. Elle est, selon lui, la révélation du sens véritable du souci, qui serait l'étoffe de notre vie quotidienne, et cette signification du souci, puis de l'angoisse, était la conscience de notre être authentique, c'est-à-dire de notre être pour la mort. Toutes les conduites quotidiennes viseraient à masquer cette vérité. Nous ne sommes destinés qu'à la mort. Et c'est en nous consacrant à la pensée et à la préparation de notre mort que nous pourrons atteindre l'authenticité, c'est-à-dire la valeur vraie de notre être. Je ne pouvais évidemment souscrire à ces affirmations. La situation culturelle à l'université avait peu changé dans les années 70. À la fac et dans les médias, la pensée de Heidegger partageait la première place avec celle de Marx. On ne voyait pas que Heidegger, derrière l'être pour la mort, voulait conduire le lecteur vers l'être avec un grand E. Celui-ci étant simplement la négation de toutes les choses singulières, les fameux étant, tout en essayant, mollement, de se démarquer de la théologie aux entretiens de Davos auxquels participait Cassirer, Heidegger proposait en fait une théologie négative chrétienne qui avait seulement dépoussiéré l'ancien vocabulaire scolastique. En effet, il condamnait toute la réalité et la vie concrète lue comme coupable, oubli de l'être. La déchéance, après la déréliction, et exaltait l'être pour la mort, et en fait la fascination de la mort. Et en même temps, Heidegger faisait l'éloge de Hitler et s'inscrivait au parti nazi après avoir fait destituer Husserl, parce que juif fut-il converti au protestantisme, de son poste de recteur de l'université. Personnellement, j'établissais un lien entre la doctrine de Heidegger et ses choix politiques. Qui pourrait séparer la vie et l'œuvre d'un écrivain, surtout s'il se dit philosophe? Dans les années 60, tous mes contemporains, Palmier, Beaufret, s'efforçaient au contraire de dissocier la philosophie de l'être et le temps et l'appartenance au parti nazi. Cela me paraissait, et me paraît toujours, le comble de l'aveuglement. C'était l'effort concerté pour imposer le primat de la pensée heideggerienne dans la philosophie française. Je pensais qu'il y avait là l'expression d'un manque d'imagination et de créativité philosophique. Ben voilà, on ne réglera pas la question d'Heidegger ce matin, hein, vous vous en doutez bien. Sans doute, je vais passer le reste de ma vie de lecteur à être déchiré entre certaines intuitions qui m'apparaissent fulgurantes dans la pensée d'Heidegger, tout en n'étant incapable de faire abstraction de son implication, qui semble-t-il serait beaucoup plus importante que l'on ne l'avait imaginé au sein du régime nazi. Et en même temps, tous ces écrivains et lecteurs prodigieux qui sont également de fins lecteurs de Heidegger. Sans doute, je serai toujours écartelé et je ne serai jamais capable de me fixer. Imaginons donc un instant que Martin Heidegger ait été
un courageux opposant au régime nazi, qu'il avait combattu, qu'il serait mort dans les prisons du Troisième Reich. Comme tout aurait été plus simple, n'est-ce pas? Plus clair. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Demain, je poursuis encore la lecture de l'Anacre et le rocher de Robert Michrahi, où il nous parlera du désir et de la joie. C'est important, la joie. C'est très, très, très important. Cette société mortifère ne veut pas que nous soyons des êtres de joie. Elle nous inflige sa sinistrose à dose homéopathique, mais qui finissent quand même par avoir un effet délétère sur notre psyché. La joie, une arme de combat. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne qui porte mon nom. Je vous remercie également infiniment pour tous les mots que vous m'avez envoyés et même quelques petites vidéos me remerciant de mes propres vidéos. Soyez ici remerciés. Je remercie tout le monde. Ça va m'éviter d'oublier des gens. Je suis bien content que vous m'écoutiez. Je pense à vous beaucoup. Je me dis, bah, qu'est-ce que je vais leur dire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais leur lire? Vous le savez, je le répète à l'envi. Moi, je lis pour nourrir mes forces vitales. J'ai déjà lu pour apprendre, je continue d'apprendre, vous aussi, vous continuez d'apprendre. Mais entouré de nos livres qui augmentent la puissance de notre vie, eh bien, nous continuons d'avancer. Et nous continuons de vouloir autre chose, car nous sommes des êtres de désir. Nous, les lecteurs. Alors, je vous remercie ici. Vous pouvez donc vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aller visiter ma page Facebook. Vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à ma librairie d'occasion et d'anciens, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Vous vous en êtes sans doute aperçu, je ne suis pas un petit commerçant comme les autres. Non, parce que vous me renseignez. Et quand vous franchissez la porte de ce monastère, et parfois cette agora, et parfois cette salle de cours, eh bien, toujours vous m'apportez quelque chose. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Tout ce que je vous dois. Alors donc, le Livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée à tous.